Et les experts basket saison 3, épisode 4, un plaisir de vous retrouver sur Monaco Info en compagnie toujours d'Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour très cher. On va commencer cette émission par une question d'un de nos fidèles téléspectateurs qui s'inquiète sur les réseaux de ne pas voir de story de vous à l'entraînement à Golfe-Juan. Donc la question c'est est-ce que vous allez rempiler ou pas en N2 cette saison ? Alors ça dépendra de mon limbago, voilà. D'accord. Il faut savoir que je commence à être un peu vieux, bientôt 40 ans. Donc j'ai un limbago, donc flemme. Et donc cette fameuse raquette avec Team Blue pourrait ne pas voir le jour cette année ? Possible. Ouais, c'est terrible. Voilà, on commence l'émission avec une terrible nouvelle, mais on va quand même attaquer avec ce débrief. 5 matchs cette quinzaine, mon cher Ali, ça y est, c'est le retour du calendrier chargé pour la Roca Team. 3 d'Euroleague et 2 de Betclic Elite avec ce beau bilan de 4 victoires pour une défaite. On va commencer, si vous le voulez bien, par la scène européenne avec donc, ces 3 matchs d'Euroleague et ça a commencé par une victoire à domicile face au Maccabi Tel Aviv, 85-79, où Monaco a montré un petit peu 2 visages, pas top en première, mais beaucoup mieux en deuxième. Oui, tout à fait. En première mi-temps, un visage assez inquiétant, notamment défensivement, avec le Maccabi qui scorait un peu comme il voulait, avec beaucoup de mouvements de ballon. Et puis en deuxième mi-temps, une défense beaucoup plus agressive, Monaco qui a rendu une copie beaucoup plus sérieuse, on va dire, et qui normalement a réussi à battre le Maccabi. Eli Okobo, 17 points inscrits dans cette partie, tous en deuxième mi-temps. Ça a été le réveil du meneur arrière français, qui a fait beaucoup de bien. Oui, notamment en Euroleague, ça va être une récurrence. Eli Okobo, en ce moment, il est très 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 bon, très efficace. Il score beaucoup avec beaucoup d'efficacité. Et il commence à rentrer dans son prime, comme on dit. Je crois qu'il a de 26-27 ans. Donc là, il commence vraiment à être au top de son jeu et ça se voit. Et c'est très bon pour la Roca Team. En face, meilleur joueur Jordan Lloyd qui inscrit 16 points. Petite particularité, il n'est pas rentré avec son équipe à la fin du match puisqu'il est resté à Monaco pour s'engager donc jusqu'en 2026. Le retour avec la Roca Team. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de l'un des gars sûrs, comme il l'appelle, du coach Obradovic ? C'était rapide, dis donc. Oui, on disait qu'il fallait changer quelque chose. Le retour de Jordan Lloyd. Je déplorais le départ de plusieurs soldats de la saison dernière. Et Jordan Lloyd en faisait partie. Je suis très content de le revoir sur le rocher. Parce que c'est un excellent joueur et aussi ça montre aussi quelle professionnalité il est parce qu'il savait très bien qu'il revenait à la Roca Team le lendemain, mais il a joué à fond et il a fait un super match, donc il a encore montré ce qu'il peut apporter à Monaco, donc c'est une très très bonne nouvelle qu'il revienne sur le rocher. On évoquait l'an dernier déjà cet embouteillage de talent sur la base arrière. C'est la même et en plus on ajoute Nick Calates qui est blessé pour l'instant, mais là c'est assez incroyable. C'est 5 joueurs réunis sur les postes 1 et 2. Oui, c'est énorme, surtout que Mathieu Strazel a pris aussi une autre dimension depuis la saison dernière et les Jeux Olympiques qu'il a fait. Donc là clairement on a des arrières de très 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 haut niveau. Écoutez, moi, je préfère qu'il n'y en ait trop que pas assez. C'est vrai. Donc après, ça à Obradovic de trouver les temps de jeu pour les joueurs. Il y aura énormément de matchs, donc il faudra pianoter là-dessus. Monaco n'a perdu qu'un match depuis le début de saison en Euroleague, c'était du côté du Barça, fin de série, là aussi pour les Monégasques qui restaient sur 3 succès face aux Catalans. Là ça a été une petite claque quand même, défaite 86-71. Ils sont passés à côté, ils ont été dominés quasiment dans tous les compartiments du jeu. Oui, notamment au rebond, ils étaient énormément dominés, alors que d'habitude Monaco c'est une équipe qui domine au rebond, parce que vous avez vu, les grands qu'on a, Jaïté, Papagiannis, Moteonas, j'en passe, c'est des meilleurs, Alpha Diallo. Et là, ce que j'ai vraiment marqué, c'est la domination des Barcelonais au rebond et aussi à un moment crucial du match, énormément de balles perdues, totalement évitables et qui ont fait que le Barça a commencé à avoir son rythme. Après, vous savez, au Palau Blaugrana, une fois que les joueurs ont le rythme, le public qui chauffe, et voilà, ça s'est terminé en petite raclée. Mais écoutez, c'est pas un scandale de perdre à Barcelone. Donc personnellement, pour moi, c'était pas une défaite qui m'a inquiété. D'autant plus que, on le sait, il y a des blessés depuis le début de saison et ça prouve que la Roca Team est en construction, progresse et des fois, il faut en prendre comme ça une bonne, comme on dit, pour se remettre un peu la tête à l'endroit pour la suite. Oui, tout à fait. Bon, après, vous savez les résultats, donc une nouvelle victoire à domicile juste après, donc c'est pour ça que je suis pas du tout inquiet et que voilà, c'est normal, il faut bien en perdre des matchs dans cette Euroleague ultra relevée. Juste petit bémol, on a vu pas trop de système et quand ça allait mal, un peu trop d'actions individuelles de part et d'autre. C'est ça aussi peut-être la chose à ressortir de ce match, que quand ça va mal, rester collectif. Oui. Après, Monaco, c'est une équipe qui est en recherche de collectif. On l'a dit, la préparation était extrêmement perturbée et forcément, quand c'est dur, les joueurs peuvent avoir envie de prendre le match à leur compte. Ça a toujours été un problème récurrent.
C'est à Sacha Obradovic de trouver le rythme, enfin l'équilibre entre le talent individuel et les mouvements collectifs. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a pêché dans ce match-là. Et en tout cas, pas de place au doute, vous l'avez dit, puisque très rapidement derrière, il y a eu une très belle victoire là aussi face à Bologne, 101-85. Là encore, avec une deuxième mi-temps, 5 étoiles, vraiment, c'était pas mal du tout. Oui, alors pareil, même scénario que face au Maccabi, première mi-temps vraiment inquiétant dans le sens où Bologne s'est beaucoup servi de la défense monégasque pour faire bouger le ballon et trouver des tirs extérieurs, notamment les sorties très fortes des intérieurs. Deuxième mi-temps, ajustement, les intérieurs ne sortaient pas aussi fort, donc il y avait moins de décalage, ce qui a permis à Monaco d'être plus on va dire sur leur vis-à-vis par rapport au tir. Donc ce match-là, on a vu, les artistes, ils ont pris le match à leur compte, Mike James, Eli Okobo, j'en passais les meilleurs, c'était vraiment extraordinaire à voir ça. 6 joueurs ont terminé le match à 10 points ou plus, ça aussi c'est la bonne nouvelle, cette attaque qui se diversifie, de plus en plus d'options offensives. Oui, excellente nouvelle, il y a eu plusieurs actions où il y a eu plusieurs scoreurs différents, et j'ai aussi envie de noter Vito Brown, oui, enfin, qui a mis le nez à la fenêtre, enfin, qui a pu montrer ce qu'il avait. Alors lui, il a vraiment une laisse très courte, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il fait une ou deux erreurs à l'heure pour aller sur le banc. Là, il a eu la bonne idée de ne pas enchaîner trop d'erreurs, donc il a pu montrer ce qu'il est capable de faire. Et puis voilà, c'est important d'avoir ce poste 4 shooter dans cette équipe, donc ça fait vraiment plaisir de le voir au niveau. 14 points à 100% de réussite longue distance pour Vito Brown sur ce match. Ça fait donc 3 sur 3 à domicile en Euroleague pour Monaco. C'est ça vraiment l'enseignement, c'est que même si l'équipe est en construction, il y a des blessés, c'était la chose à faire de tout prendre comme ça à la maison. Et en plus, il y a Paris qui arrive, toujours à Gaston Médecin. Oui, archi important de prendre beaucoup de matchs à domicile en sachant que à un moment donné, ça va se renverser. Il y aura énormément de matchs à l'extérieur. Donc dans cette Euroleague, on a dit encore ultra relevé, on dit tous les ans, mais c'est vrai, à chaque fois le niveau c'est la guerre augmente. absolue. Il faut absolument gagner à domicile. Et là, le fait que Monaco est 3-0, potentiellement 4-0 avec Paris qui va arriver, ça va compter à la fin de la saison. Et Monaco qui est aussi parfait à domicile en championnat, puisque la Roca Team, lors de cette quinzaine, s'est aussi imposée 82-62 face à La Rochelle et 89-72 face à Cholet. On passe au point d'Ali. Votre chronique à Lyon poursuit l'analyse de cette quinzaine et du début de saison, plus généralement, avec un homme, un big man qui impressionne et ça nous fait plaisir. C'est Mame Diaité qui est auteur d'un super début de saison. 10,2 points à 72% au tir, quasiment 7 rebonds, dont 2 offensifs de moyenne depuis le début de saison. Il est excellent dans la raquette pour l'instant. Oui, Mame, ça fait plaisir parce que c'est un ancien coéquipier, c'est quelqu'un que je connais très bien et c'est une très bonne personne et du coup de voir que finalement sur sa deuxième saison il réussit à s'imposer, c'est important. Il m'a fait part du fait que la saison dernière il n'a pas eu de préparation, il était très blessé. D'accord. Et là cette année il a pu faire la préparation, il a pu montrer à Sacha Obradovic qu'on peut compter sur lui. Il profite aussi du fait que Sacha Obradovic veut jouer avec deux grands, souvent, le fameux tall ball. Et du coup il a plus de temps de jeu puisqu'il joue sur les postes 4 et les postes 5. Et il est hyper précieux, que ce soit au rebond, en défense, avec les sorties sur les écrans qu'il fait très bien. Et maintenant, il attrape les ballons et il montre ses qualités de scoreur aussi. Donc clairement, bravo Mame, et ça fait extrêmement plaisir. On l'a vu aussi montrer vraiment ses émotions sur le terrain, notamment lors du dernier match face à Bologne. C'est vrai que parfois on peut le reprocher d'être trop gentil presque sur le terrain. Là on le voit vraiment en mode guerrier. Oui, Mame c'est un gentil, clairement. Et on va dire que maintenant il est en confiance. On l'a vu après avoir fait son action de fou sur la contre-attaque avec le petit cross et le dunk. Oui. Il a mis un peu le feu à la salle. Et ça c'est clairement de la confiance. Le basket c'est beaucoup une question de confiance. Et là, Mame, il a gagné la confiance du coach et du coup, ça lui en donne à lui. Et du coup, dans le petit jeu des vases communicants, malheureusement, c'est Peter Corneli qui, lui, se retrouve sous-utilisé pour l'instant par le coach Obradovic. Quel est le problème, Corneli à Lille ? Compliqué. Compliqué, malheureusement, pour Peter. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a plus du tout les faveurs du coach. Surtout qu'on l'a dit, maintenant il utilise Mame Diaité en poste 4 ou alors on peut dire Moteona, ça dépend. Donc du coup il n'y a carrément pas de temps de jeu pour lui. Il y a Blossom Game qui peut jouer au poste 4, il y a Vito Brown, il y a John Brown qui reviendra, tout le monde le sait. Oui, on espère en tout cas. Je plaisante bien sûr. Après, on ne sait pas. La saison est encore très très longue.
Et si ça se trouve, il y aura des blessures et il pourra montrer encore ses qualités et retrouvera du temps de jeu. Mais pour l'instant, actuellement, c'est clair qu'il ne fait pas du tout partie des plans de Sacha Obradović. Aucune minute pour Peter en Euroleague, 20 seulement en Betclic. C'est vrai que sur certains matchs, notamment par exemple La Rochelle, on aurait pu penser qu'il aurait pu avoir sa 10-15 de minutes. C'est ça qui est surprenant. C'est ce qui me fait dire qu'il fait clairement plus partie des plans de Sacha Obradović, parce que même face à des matchs, face à des adversaires, on va dire, de moindre niveau, il n'a pas de temps de jeu non plus. Compliqué. Et il a un profil, en plus de grand qui shoot. Alors certes, on a ajouté cette année Papagiannis, qui a un peu aussi cette qualité extérieure, mais voilà, c'est un profil quand même assez intéressant dans le basket moderne pourtant. Oui, bien sûr. Et puis, écoutez, ça ne fonctionne pas ici, ça fonctionnera peut-être ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, c'est clair que là, il va falloir mentalement être très fort pour lui et essayer de saisir une opportunité si jamais elle se présente. On espère pour lui qu'elle se présentera rapidement. On passe à la question du jour. La question du jour, Ali, ou plutôt les questions du jour, puisque la NBA reprend bientôt dans la nuit de mardi à mercredi. Oui. La NBA, la fameuse. NBA, avec ces deux affiches, Boston-New York, conférence Est, et Minnesota du côté des Lakers pour la conférence Ouest. On va commencer par l'Est avec cette question. Est-ce que Boston est favori à sa succession cette saison ? Oui, clairement, ils ont gardé le même effectif que la saison dernière. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble, le groupe est ensemble. Franchement, pour l'instant, je ne vois pas d'équipe meilleure. Il faudra le prouver sur le terrain. Mais en tout cas, clairement, Boston est favori de ce championnat. Son adversaire du côté donc, de la première soirée, ce sera New York, qui a fait demi-finaliste l'an passé, on s'en souvient, éliminé au Game 7 face à Indiana, et qui a changé quelque chose avec ce trade qui a fait beaucoup parler, l'arrivée de Karl Anthony Towns, qui est arrivé en échange de Julius Randle et Dante DiVincenzo. Est-ce que c'était le move qu'il fallait faire pour aller encore plus haut du côté des Knicks ? Alors, c'était un move qu'il fallait absolument faire dans le sens où ils n'avaient plus de pivot. Parce que Mitchell Robinson est blessé, souvent blessé, et ils avaient besoin d'un pivot, et en plus là ils prennent l'un des top pivots aux États-Unis, quelqu'un qui est capable de scorer, de défendre, de tirer à 3 points, donc d'étirer les défenses aussi, pour le spacing c'est top. Ils perdent DiVincenzo, pour moi c'est dommage. Ouais. Mais clairement, ils avaient besoin de faire ce move et en plus, ils matchent totalement les qualités de Boston, en sachant que si Kristaps Porzingis est là, c'est le même profil un peu que Karl Anthony Towns. Donc ça va être hyper intéressant de voir un peu ce que New York va faire pour réussir à... Le but, clairement, c'est de dégager Boston. Oui, c'est ça. C'est le but affiché, donc ce sera intéressant de voir s'ils seront capables de le faire. Profitons de cette affiche entre les Wolves et les Lakers pour parler de l'Ouest. Qui est pour vous l'équipe la mieux armée du côté de cette conférence ? OKC, clairement. Oklahoma City Thunder, ils ont une équipe de fous. Déjà à la base, avec des joueurs qu'ils ont beaucoup draftés. En plus, ils ont recruté justement l'autre pivot de New York, qui est Isaiah Hartenstein. Et ils ont récupéré Alex Caruso aussi. Oui. Voilà, le chauve le plus fort du monde. Le Bold Mamba. Voilà, le Bold Mamba. Donc pour moi, OKC, avec tous les joueurs qu'ils ont et l'expérience commune qu'ils ont, c'est clairement la meilleure équipe de l'Ouest actuellement. Donc ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Parce que l'Ouest est quand même très, très, très costaude, comme l'Euroleague. Exactement. Et oui. On passe à l'instant Cocorico, bien sûr, dans cette émission. On a vu, bien sûr, énormément de Français draftés donc, durant l'été, qui se sont montrés durant cette pré-saison. Quel est pour vous celui qui aura la plus grosse influence dans sa nouvelle franchise et qui performera le mieux cette saison ? Dans les jeunes draftés ou Dans les jeunes draftés. J'ai les stats pour vous donner après, si vous voulez. Dans les jeunes draftés, moi je vois bien le numéro 1 de la draft, Zachary Rizaché. On n'en parle pas du tout. Je pense que c'est le numéro 1 de la draft le moins hypé de l'histoire. Ouais. Après, oui, il a un peu un aura négatif, mais mais sur le terrain, on l'a vu sur la pré-saison, il a du temps de jeu, il est extrêmement adroit. Pour moi, c'est clairement le numéro 1 de la draft et c'est lui qui aura le meilleur impact dans son équipe. 16 points, 5,5 rebonds, une passe, 60% au tir, 44% à 3 points. Oui. Le tout avec Trae Young qui va lui donner quelques bons ballons. Caviar, ouais. Il y a moyen de faire une bonne saison. Ah oui, mais clairement, s'il a ces mêmes stats-là en saison régulière, il peut être rookie de l'année sans problème. Et moi, je l'ai vu, un garçon qui est totalement déjà en phase avec son équipe et qui connaît déjà son rôle, qui n'a pas peur de shooter. Ouais, clairement, Zachary Rizaché, ce sera le plus influent des rookies. Vous venez de dire un joueur qui n'a pas peur de shooter. Tidjane Salahin, on l'a vu
vu envoyer des bombinettes pendant tout l'été en pré-saison. 12 points de moyenne, 7,2 rebonds, 41% à 3 points. On l'a vu aussi ne pas avoir peur et tout de suite prendre sa place dans cette équipe des Hornets. Ah oui, clairement. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, c'est la nouvelle mentalité des joueurs français. C'est qu'avant, quand on est là-bas, on était un peu timide, un peu, bon voilà, basket collectif, blablabla. Non, là, on a des petits malades là qui viennent et qui balancent autant que les Américains. Et ça, c'est très très bien. Donc clairement, alors hors sujet total, mais en 2028, l'or, c'est pour nous aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Oui. Avec ces jeunes gars, avec ces gamins-là, moi, je suis persuadé qu'on va gagner les JO en 2028. Un mot sur Alex Sarr du côté de Washington. Un petit peu de scepticisme sur ses premières perfs en Summer League, mais là, il a monté le curseur en pré-saison. 11,3 points, 5,3 rebonds, 54% à 3 points. Ouais, la Summer League, c'est compliqué. C'est pas du basket. J'y étais. J'ai vu de mes propres yeux sa performance infâme. Ouais, c'est du playground, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas du basket organisé. Donc, il a dû bosser cet été. On n'en a pas parlé. On n'a pas entendu parler de lui. Il a clairement bossé. Et moi, je pense qu'il va faire une bonne saison, surtout qu'il sera titulaire. Donc, il aura du temps de jeu, comme Salin, comme Rizaché. Donc, je pense qu'il fera une belle saison rookie aussi. Pas comme Dadier, lui aussi a montré quelques belles choses avec les Knicks. Et je voulais qu'on parle bien sûr du plus âgé des rookies, entre guillemets. Enfin, c'est pas un rookie puisqu'il revient. C'est Guerschon Yabusele qui aura lui aussi un coup à jouer dans une équipe en plus qui devrait bien tourner du côté de Philadelphie. Au poste 4, il n'y a personne dans l'effectif des Sixers. Donc clairement, il a sa chance. Sur la pré-saison, il a montré, dès qu'il a du temps de jeu, il a été très performant, que ce soit à 3 points ou que ce soit dans l'impact de rebond, etc. etc. Donc ouais, je m'attends à ce qu'il fasse une belle saison. Clairement, il a pris un pari, parce qu'il prend moins d'argent quand même en allant aux Sixers qu'en restant au Real Madrid, parce qu'il parie sur lui-même, il sait qu'il aura du temps de jeu, et après, s'il fait une grosse saison, clairement, il prendra beaucoup plus d'argent qu'au Real Madrid. Il arrive en mode couteau entre les dents, dernière chance un petit peu, il sait que si là ça marche pas... Oui, clairement, mais il a énormément progressé vous savez, il y a souvent des jeunes qui vont aux États-Unis qui ne sont pas prêts. Ouais. Il est revenu en Europe, il a énormément progressé, maintenant il est prêt. Maintenant c'est un joueur NBA, il n'y a pas de discussion là-dessus, donc cela plaît à lui de le montrer. Vous parliez aussi de votre expérience du côté des Lakers. On va finir par un joueur que vous connaissez bien, Armel Traoré. Un certain Traoré. Qui a été conservé en plus avec ce two-way contract dans l'équipe des Lakers. L'objectif, c'est être bon sur les minutes qu'on va lui donner. Oui, c'est ça. Alors, c'est un effectif, ça va être dur d'avoir du temps de jeu dans cet effectif, clairement. Mais il pourra jouer entre la G-League et la NBA. Et quand il sera en NBA, ce qu'il a pu montrer en pré-saison, c'est-à-dire énormément d'énergie en défense et marquer les shoots ouverts, ça suffira pour lui pour faire son trou. Donc clairement, son objectif, c'est d'avoir un contrat garanti cette fois-ci, car son contrat n'est pas garanti. Mais connaissant le garçon et son éthique de travail, je suis persuadé qu'il y arrivera. Et les Lakers croient beaucoup en lui. L'objectif, c'est de développer, Armel, ce côté free and D, être un joueur qui défend beaucoup et développer l'adresse longue distance. Ça va être c'est clair. Alors, je l'ai eu au téléphone hier. Il m'a dit qu'il a discuté un peu avec LeBron James. Et oui, LeBron James et lui ont une très bonne relation. Et LeBron James a clairement dit ce sera ton rôle. Si tu veux être un joueur NBA, ce sera défense, 3 points, rebond. Voilà, pas de problème, let's go. Voilà, on connaît l'objectif pour tous nos Français, on va suivre ça avec attention, ça va être une saison très palpitante et très excitante pour donc cette nouvelle année en NBA. Ali, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On s'excuse auprès des téléspectateurs qui ne vous retrouveront pas du coup sur le parquet de Golf Jean, mais j'ai mal au dos rien qu'en étant assis là, j'ai mal, je souffre. La décision n'est peut-être pas définitive. Rendez-vous dans 15 jours pour en savoir plus.